qu'est-ce qu'on fait quand les temps sont durs, qu'il y a la crise du pain? Eh bien, on coupe la tête des rois, des Marie-Antoinette et de toute l'aristocratie. 1789, c'est ce qui est en train de se passer à Genève, avec en ligne de mire une caste de désignés privilégiés, les fonctionnaires. Et parmi eux, ces jours-ci, les plus en vue, les enseignants. Alors quand je dis couper la tête, c'est très léger. On ne voit pas encore arriver Milei et sa tronçonneuse, mais les coups portés à la fonction publique depuis quelques mois par la droite tranchent, c'est le cas de dire, avec l'hyper-largesse dont cette caste, entre guillemets, avait fait l'objet jusque-là, y compris de la part de cette même droite. On ne touche pas à une manne d'électeurs aussi importante, expliquait-on. Mais c'était avant les vents mauvais, avant la baisse du pouvoir d'achat dans le canton le plus cher de Suisse. C'est les élections qui ont porté l'an passé une minorité forte de partis dits populistes au pouvoir, avec pour mission principale dégraisser le mammouth. Sus à la fonction publique, ok, mais avec quel projet autre à la clé, notamment en matière d'éducation, puisque c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Y a-t-il un plan derrière le plan pour faire face à la déscolarisation, aux problèmes de transmission des savoirs, aux incivilités, à la démotivation des élèves et des profs, en bref, aux menaces sur l'école publique, plus que jamais en danger aujourd'hui dans nos sociétés? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et le plaisir de recevoir ce soir autour de cette table pour en débattre d'abord Laure Lugon, rédactrice en chef adjointe au journal Le Temps et surtout une éditorialiste fameuse, l'autrice d'une chronique parue samedi intitulée « Les enseignants genevois à l'école des fainéants ». On la voit passer. En face de vous, un fainéant, non j'ironise évidemment, Michael Savoie, Monsieur Grève, ça c'est fact, comme on dit. Vous êtes membre du bureau de la FAMCO, la Fédération des associations des maîtres du CO à Genève, qui débraye en ce moment. Vous enseignez également la géographie au cycle d'orientation de Dries. Alors le cycle d'orientation, pour que ça soit clair pour tout le monde, c'est l'école secondaire obligatoire des enfants entre 11 et 15 ans, la période qui fait rêver tout le monde, soyons clairs. Yvan Zweifel, vous êtes député, vous, PLR au Grand Conseil, vous appartenez à cette droite aujourd'hui majoritaire qui essaye de tailler dans le mammouth. Et vous êtes aussi du même parti que la magistrate Annie Pold en charge de l'instruction publique et qui vient de mettre un bon nombre de fonctionnaires et d'enseignants dans la rue. Christian D'Andrès, vous êtes le président du SSP au niveau suisse, le syndicat du service public. Vous êtes aussi conseiller national socialiste. Et enfin, Philippe Val, notre invité permanent, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, dans un rôle aujourd'hui bien macronien, du « en même temps pas » et « en même temps pas ». Bien au contraire. Et bien au contraire, ça c'est très suisse aussi. Bienvenue à toutes et tous. Et donc on en est au 3e jour de grève dans les cycles d'orientation genevois. Hier encore, 30% des effectifs débrayaient, alors qu'il n'est pas de voie de dégagement à l'horizon. Ça c'est pour le tableau. Et ça vous énerve, Laure Lugon, mais ça vous énerve. Vous ne vous sentez pas en solidarité des enseignants? Alors j'avoue être rarement en solidarité avec des géniards qui joue ce film-là depuis déjà passablement de temps. Il y a déjà eu des grèves précédemment, et depuis la fonction publique, en gros, depuis 2015, autour de ce qu'il faut bien appeler un Sonderfall genevois. Parce que de quoi on parle? On parle d'une augmentation de 2 périodes, donc actuellement c'est 22, donc de 2 périodes d'enseignement. Et si on compare c'est le travail des enseignants genevois avec les autres cantons romans, qui ne sont pas... je veux dire, si loin et si éloignés de nous, ni en termes de société, d'élèves et de branches et de travail à fournir, on voit que tous les autres sont nettement plus élevés, 23, 26, le Valais, jusqu'à 29 dans le canton de Berne. Donc, ça devrait être possible. Et je trouve que ce côté-là des enseignants genevois qui veulent tout le temps prétendre qu'en fait, il y a une particularité genevoise et que ça n'est pas possible, ça ne joue pas. J'ajoute qu'ils passent 35% de leur temps devant les élèves, alors qu'ailleurs, dans le reste de la Suisse, la moyenne, c'est 50%. De plus, évidemment qu'ils doivent être déchargés de tâches administratives. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a vraiment beaucoup trop de tâches qui sont demandées aux enseignants, et ça péjore le travail devant la classe. Mais franchement, si des tâches administratives leur sont enlevées, à ce moment-là, ils vont pouvoir faire le travail. Et je trouve que se battre systématiquement pour ces privilèges
en estimant, en disant au peuple « non, c'est pour la qualité de l'enseignement », c'est un mensonge sous couvert de corporatisme. Si vous voulez, quand vous avez des maçons dans la rue qui défilent comme l'année dernière, ou comme, par exemple, pour leurs conditions de travail, ils disent clairement « c'est pour nos conditions de travail ». Là, que nous disent les enseignants? Ils nous disent « soutenez-nous » parce que c'est pour la qualité de l'enseignement, alors qu'en vérité, c'est exactement pour leurs conditions de travail qu'ils se battent. Et on les comprend, se battre pour leurs conditions de travail. Mais alors qu'on n'explique pas aux parents qui doivent trouver des solutions cette semaine, aux élèves qui vont aller éventuellement en classe et qui ne trouvent pas d'enseignants ou qui doivent passer des évaluations communes, qu'on n'explique pas que c'est pour la qualité de l'enseignement. Non, c'est d'abord pour défendre des acquis que Genève ne veut jamais remettre en cause. Et pour une fois, bon, voilà, il y a un Conseil d'État qui n'a certainement pas eu les formes adéquates pour faire passer la pilule, mais je doute que de toute façon, la chose aurait été possible. Mais en tout état de cause, tout à coup, il y a un refus, et donc on est dans la rue avec de fausses argumentations et un message, je trouve, auprès des élèves qui est vraiment désastreux. Parce qu'on leur demande une certaine discipline, on leur demande de respecter l'autorité, et on a en face des gens qui laissent de côté le tableau noir pour aller dans la rue en période d'évaluation, des évaluations dont on sait qu'elles comptent beaucoup, en tout cas dans l'esprit des élèves, même si elles représentent 5 ou 7% de la moyenne générale. Pour un enfant du cycle d'orientation, les évacom, c'est un gros truc. Et ils sont privés de leurs enseignants, ou en tout cas, ils sont, disons, dans une sorte je sais pas, voilà, ils se trouvent devant des classes en sachant pas s'il va y avoir les cours, et ça joue pas. Alors, ils sont ravis, hein, les enfants. Mais pas pour des bonnes raisons, hein, sûrement. Justement, est-ce que votre combat, il n'est pas avant tout pour vous défendre, vous, au détriment des enfants auxquels vous enseignez? Je ne pense pas. On nous dit qu'il n'y aura pas de changement dans le temps de travail. Donc, en théorie, on ne devrait pas, ou en tout cas, si on croit le discours officiel, on ne devrait pas travailler plus. Donc, quelque part, c'est une simple répartition des tâches. Ce qui nous importe simplement, c'est justement de réfléchir à cette répartition des tâches, de réfléchir aux tâches qui sont effectuées au quotidien, qui, pour rappel, ne viennent quand même pas du corps enseignant. C'est l'employeur qui définit ces tâches qui sont à faire, qui sont attendues. Et donc, si on dit simplement on doit changer notre façon de faire, il ne suffit pas de le décréter comme cela, il ne suffit pas d'un claquement de doigts de dire vous allez enseigner plus et vous réfléchirez, vous, à ce qu'il faut enlever, à ce que vous voulez enlever, à ce que vous estimez qui n'est pas utile ou pas intéressant, mais bien réfléchir sur le fond du sujet par rapport au cycle d'orientation, se demander quelle est la mission du cycle d'orientation et surtout se demander comment est-ce qu'on peut faire pour amener les élèves, ces élèves-là qui doivent être au centre du débat et qui sont au centre quand même de nos préoccupations, malgré ce qui vient d'être dit. En choisissant la semaine des évacom pour faire votre grève, c'était pas le pire moment, précisément. Au détriment d'une prise d'otage de ces élèves-là. De toute façon, quel que soit le moment choisi pour faire une grève, ça ne satisfera jamais les gens qui s'opposent à ce principe même ou à ce droit de faire la grève. Si on avait placé la grève, admettons, une semaine ou 2 semaines avant les évacom, on nous aurait reproché de perturber le bon déroulement de la préparation de ces évacom. Si ça avait eu lieu après, on nous aurait aussi reproché de faire grève avant les vacances, etc. Donc le moment ne sera de toute façon jamais bien choisi pour ceux qui n'aiment pas ce principe-là ou ce moyen de lutte, qui est un moyen de lutte quand même constitutionnel, qui est garanti par la Constitution. Et donc ici, le corps enseignant ne fait simplement que l'usage d'un droit qui lui est possible ou qui est possible pour n'importe quelle personne dans la société. Alors Yvan Seifel, vous allez peut-être nous éclairer parce que moi, j'ai toujours pas compris d'où cette mesure était venue de la part d'Annie Pold, ces 2 heures-là qui sont tombées, qui créent un tel pataquès. C'est en raison de quoi qu'elle les a tout d'un coup décrétées et puis ça s'inscrit dans quel projet? Alors, c'est d'abord un constat qu'elle a fait, que d'autres ont fait avant. Je rappelle qu'il y a un projet de loi également du PLR qui prévoit déjà une augmentation, non pas du temps de travail, j'insiste encore une fois, mais du temps d'enseignement. Madame Lugon a donné quelques chiffres, je veux les redonner parce qu'ils sont extrêmement clairs, convertis non pas en période, mais en heures de 60 minutes pour que les gens comprennent bien. Les fonctionnaires sont donc engagés, les enseignants comme tous les autres, pour 40 heures par semaine. Un enseignant au cycle d'orientation à Genève, combien d'heures de 60 minutes il passe devant ses élèves? C'est 16h30. 16h30 sur 40, ça fait 40% de son temps. Un enseignant, son but, c'est d'enseigner. Ça devient difficile d'expliquer aux parents, à la population de manière générale, qu'un enseignant, il passe 40% de son temps, les heures, les semaines où il y a école, je développerai tout à l'heure pour ce qui concerne les vacances, qu'on passe que 40% de son temps devant l'enseignement, alors que dans tous les autres cantons, le pire autre élève, si on veut, à ce titre-là, c'est le canton de Vaud, c'est 18h45.
Puis après, vous avez effectivement, Madame Legon a donné quelques chiffres, je traduis de nouveau en heures de 60 minutes, ce qui fait que ce n'est pas exactement la même période, mais vous avez entre 21h40 et 23h20 de présence à Fribourg, 21h45 à Berne, 21h entre 18h45 et 21h dans le canton de Vaud. Donc le projet, c'est quoi d'abord? M. D'Andrés dira tout à l'heure, avec la verve qui est la sienne, qu'il ne s'agit que d'un projet d'économie. Non, il s'agit d'abord d'un projet qui est celui de mettre l'enseignant au cœur avec ses élèves, c'est-à-dire d'enseigner. Je rappelle aussi qu'à Genève, vous avez des vacances scolaires pour un total de 13 semaines et demie. Si j'enlève les 5 semaines de vacances auxquelles les enseignants ont droit contractuellement, ça veut dire qu'il reste 8 semaines et demie. 8 semaines et demie, c'est 2 mois. 2 mois sur 12 mois, ça fait 1/6 de l'année, pendant lesquels les enseignants ont, théoriquement, 100% de leur temps pour faire de l'administratif, de la correction, de la préparation des cours. Bon, je défie tout le monde, à quiconque. Moi, je suis parent d'élèves, notamment un élève qui est au cycle d'orientation. Il m'est arrivé, effectivement, parce que moi, j'ai que 5 semaines de vacances, donc parfois, je veux voir effectivement un enseignant. Alors, je me dis, tiens, j'en profite, on va le faire pendant les vacances scolaires, considérant que, effectivement... Mais je vous arrête tout de suite. Il y a quand même des enfants en difficulté qu'il faut aider. Et pour ça, on ne peut pas évidemment le faire pendant les heures d'enseignement. Mais justement, c'est bien ce que je veux indiquer ici. Il y a 8 semaines et demie de vacances scolaires, hors les 5 semaines auxquelles les enseignants ont droit, où on devrait pouvoir aussi discuter avec son enseignant. Je vous mets au défi, madame, moi j'ai essayé, d'appeler votre enseignant, l'enseignant de vos enfants, pour dire, est-ce qu'on pourrait se voir une des 2 semaines de vacances de Pâques, ou en février, ou en automne? C'est impossible, c'est impossible. Donc non seulement vous avez en heures d'école, donc les semaines où à l'école, que 40% de présence devant les élèves, donc 60% à disposition pour faire autre chose, et ce que vous évoquez notamment, mais vous avez en plus 8 semaines et demie où théoriquement c'est 100% à disposition pour faire ça. Alors moi je ne suis pas au point de dire qu'il y a des géniards, ou qu'il y a des privilégiés, mais lorsque vous avez ce discours de ces enseignants à qui on demande juste de faire 2 heures de présence, pas de travail, de présence supplémentaire, ce qui fait qu'avec, faites le calcul, 16,30 plus 2, ça fait 18,30, on est toujours les plus mauvais en matière de présence de toute la Romandie, je ne vous parle même pas de la Suisse alémanique, demander non pas cet effort, mais juste cette réorganisation, et de le faire avec les enseignants, effectivement, de définir quelles sont les tâches dont on pourrait se débarrasser, parce que je suis d'accord, les enseignants ne sont pas les seuls à vivre malheureusement le démon de la bureaucratie. Alors mettons-nous ensemble pour trouver ce qu'on peut améliorer à cet égard. Mais demander cet effort-là, qui n'en est pas un justement, alors que vous avez à côté des agriculteurs qui travaillent 60 heures par semaine, y compris le samedi et le dimanche, et qui manifestent dans toute l'Europe, que vous avez des nettoyeurs ou des maçons... Parfois, c'est plus facile de manier le cochon et la vache que l'enfant de 11 à 15 ans. Hein. Je ne sais pas comment sont vos enfants, les miens, heureusement, sont un peu plus élevés, mais apparemment... Non, mais j'insiste là-dessus, vous ne pouvez pas dire ça à des gens qui sont dans le nettoyage ou dans la construction, qui ont des conventions de... Mais votre projet, justement, c'est d'augmenter de 6 périodes. Donc, Monsieur D'Andrés, que va-t-il se passer quand, à la fin du mois, justement, le PLR et la droite va arriver avec son projet de loi pour 6 périodes? Là, on va avoir une grève jusqu'à juin ou... Bon, je pense quand même qu'on doit rappeler en préambule, vous l'avez fait, parce que vous faisiez référence à la Révolution française où la population s'est soulevée. La comparaison ne tient pas, parce que je pense que les personnes qui se sont soulevées à la Révolution française, c'était la population qui crevait de faim face aux monarques qui en avaient plein les poches. Là, c'est la dynamique inverse. C'est qu'en somme, les personnes qui mènent ces contre-réformes, c'est précisément les personnes qui représentent en quelque sorte l'oligarchie financière et le pouvoir, en fait, dans ce pays, le pouvoir notamment économique ou également lié à la propriété et la propriété foncière, puisqu'on parle de Madame Milpold. Et quand est-ce qu'ils font cette décision? Ils prennent cette décision au moment, en 2023, où le canton a annoncé des chiffres records de 750 millions de francs l'année dernière. Donc on n'est pas dans une situation de crise où on dit à toute la population « serrez-vous la ceinture parce qu'il faut pouvoir assurer les prestations à la population ». Non, 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 on n'est pas dans ce contexte-là. Donc en réalité, ce qu'il y a derrière ça, c'est une volonté politique d'en découdre, de dégraisser le mammouth, comme vous voulez dire, en faisant référence ici à des discours qui sont des discours d'autres pays, effectivement, d'un autre temps. Vous parlez de My Lai, le contexte de My Lai est aussi connu. Vous savez effectivement quelle est l'obédience politique de ces personnes qui revendiquent ouvertement, disons, l'héritage en fait de la dictature en Argentine. On n'est pas dans ce contexte-là ici, très honnêtement. Je pense qu'on est vraiment sur cette volonté politique d'en découdre, de limiter aussi les budgets pour pouvoir ensuite baisser les impôts. Ils l'ont fait, 100 millions de francs qui ont été offerts
à quelques personnes, une poignée de personnes extrêmement fortunées qui en partie aussi sont la clientèle électorale effectivement des personnes qui portent ces politiques aujourd'hui. Et j'aimerais rappeler ici que les organisations syndicales qui se battent autour des salariés, c'est précisément les organisations syndicales qui ont défendu les maçons, qui défendent le salaire minimum, notamment contre vous, puisque vous avez expliqué que le salaire minimum était le début de la fin. Donc il faut rappeler évidemment cette dynamique-là, c'est qu'il y a une solidarité, même si les puissants qui essayent précisément de casser cette dynamique opposent maçons contre enseignants ou autres. Les maçons ont besoin d'un service public, ils ont besoin d'un service public de qualité, ils ont besoin effectivement des enseignants qui peuvent aussi être à leur disposition et pouvoir accompagner leurs enfants pour gommer aussi les discriminations sociales qui sont monstrueuses dans ce pays. Donc moi, le discours de responsabilité, honnêtement, je pense qu'on ne peut pas... Mais est-ce que le maçon se sent solidaire justement de l'enseignant ou du fonctionnaire parce qu'il se dit justement il est payé probablement mieux que moi, il a beaucoup plus de vacances que moi, et puis c'est moi qui recapitalise sa caisse de pension, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce fossé-là aussi qui est en train de se produire avec le reste de la population, pas seulement en haut, mais en bas aussi? Je pense qu'effectivement, que ce fossé, il est construit politiquement à longueur d'année en expliquant qu'il y a des personnes qui sont des privilégiés. C'est jamais évidemment les personnes qui bénéficient des 52 milliards de versements de dividendes qui ont été faits l'année dernière. C'est le salarié qui touche le salaire lié effectivement à la fonction, dans un cadre qui est quand même un cadre aussi posé par la loi. On n'a jamais posé non plus la question de savoir les personnes qui portent ce projet de loi, notamment les premiers signataires sont avocats. Je ne suis pas prêché pour la profession, je ne suis pas enseignant. Moi, je suis effectivement avocat qui facture 500, 800 balles de leur activité. Ça ne pose aucun problème. Vous divorcez 50, 60 000 francs d'honoraires, ça n'a jamais ému personne, effectivement, dans cette majorité, ni les bailleurs, d'ailleurs, qui sont défendus par la même majorité. En revanche, il faut taper sur les salaires de ces personnes qui, je le rappelle, ont une formation quand même de bac plus 7, donc à peu près équivalente, effectivement, à celle d'un avocat. Non, je pense très honnêtement que ces personnes méritent leur salaire et que si on doit faire du travail pour mettre en place des mécanismes de solidarité, pour revaloriser les prestations complémentaires, ce n'est pas en tapant sur les 13 millions de francs que Mme Ilpold veut faire d'économies qui finiront, je vous l'indique très clairement, dans la future baisse d'impôts qui a été annoncée notamment par M. Zweifel il y a quelques jours. Donc ça, c'est le panorama et je pense qu'on doit le recontextualiser. Maintenant, sur la question effectivement de l'école et de savoir est-ce que les enseignants doivent être plus proches? Est-ce que surtout les élèves ont un besoin plus important d'encadrement? Moi, je pense que oui, mais on doit le faire par la diminution des effectifs, on doit le faire aussi par un personnel qui est peut-être plus présent en fait, là autour, et notamment avec des engagements supplémentaires. On aurait plein de choses à faire dans ce domaine. Par exemple, lorsque le cycle ultra discriminant a été mis en place à niveau, c'est 200 postes supplémentaires que ce système inique a coûté à la collectivité. Personne ne s'est évidemment indigné de ça. On voit aujourd'hui la faillite complète du système. On va économiser 10 millions sur les heures de travail des personnes qui sont aussi d'orientation et qui font face aujourd'hui à la sécurité sociale. Donc je pense qu'il faut replanter effectivement ce décor-là et rappeler ce que c'est cette mesure. C'est le plan financier quadriennal. Vous siégez aux finances, j'ai siégé aussi. C'est une mesure effectivement d'économie. On indique aussi qu'on va détacher des personnes du PAT pour faire le travail administratif. Vous avez en plus vous-même, d'après ce que j'ai entendu dire, déposé des amendements pour empêcher l'augmentation du nombre de PAT au sein du DIP. Franchement, c'est un discours qui est canquignolesque. On doit rentrer dans une dimension qui est plus sérieuse et dire il y a des besoins, on doit répondre à ces besoins. Comment est-ce qu'on le fait? On le fait avec des outils qui sont l'outil pas du benchmark, mais un outil qui est sérieux, qui se base sur la réalité sociale qui est celle du canton de Genève. Oui. Alors, je vous laisse réagir. On va juste écouter Julien Bevet, qui a un avis sur la question, parce que ce qui est absent un petit peu de vos discours des uns et des autres, ceux qui ont jusqu'à présent, c'est quand même la considération pour les gros problèmes auxquels fait face l'école aujourd'hui, pas plus ailleurs à droite que dans les revendications des syndicats aujourd'hui, notamment justement le problème qui est relevé par l'étude PISA, qui est sortie une étude internationale qui est sortie en décembre, 1 élève sur 4 en Suisse, et Genève doit probablement faire partie des plus mauvais élèves, 1 élève sur 4 en Suisse ne sait pas lire quand il sort du cycle. On écoute l'avis justement d'un des professeurs à Lausanne, Julien Bevet. Clairement, mais alors c'est voulu. Vous savez, moi j'enseigne à des VG, c'est-à-dire des voies générales, où ce qui a plus de la moitié des élèves de le canton de Vaud. C'est des jeunes qui, sauf miracle, iront jamais à l'université ou à l'EPFL de Lausanne. Non, c'est des jeunes qui vont devenir maçons, paysagistes, influenceurs ou bien police. Des métiers où ça sert pas à grand-chose de savoir lire. Au
contraire. Dans ce type de voie, comme la VG, en Suisse, on a toujours mis l'accent aigu sur les maths ou les sciences pour que plus tard, les élèves puissent bien compter les camions ou bien évaluer le poids des sacs de ciment pour pouvoir les porter sans souci jusqu'à l'âge de la retraite. C'est notre culture, pédagogique. D'accord, mais comprendre un texte, c'est quand même fondamental, non? Ah, alors trompez-vous. Non, un employé qui n'arrive pas à lire le règlement ou qui ne comprend rien à la loi sur le travail, c'est très pratique pour les employeurs, j'entends. Les employeurs qui sont quand même ceux-là qui disent aux politiciens qu'est-ce qu'il faut mettre dans les programmes d'enseignement. Hein. Regardez en France, par exemple, où ils ont toujours beaucoup misé sur le français à l'école. Le bordel que ça crée dans les rues, tous ces gens qui savent argumenter. Oui, alors, selon la dernière étude PISA, la France est encore pire en lecture que la Suisse. Ah bah alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est sûrement lié à la politique de l'éducation de Macron. On devrait voir ça porter ses fruits dans 15 ou 20 ans. Mais 15 ou 20 ans, pardonnez-moi, c'est positif. C'est l'économie qui dicte les programmes du DIP? Non, bien sûr que non. Remettre effectivement la chose au centre, c'est quoi l'enseignement? C'est de permettre à des élèves effectivement d'acquérir du savoir qui vont leur permettre. Mais il y a un lien avec l'économie, oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le but de l'école, c'est quand même qu'une personne puisse ensuite avoir un emploi. Alors, idéalement, un emploi dans lequel on s'épanouit, qui nous intéresse, mais dans lequel on va aussi pouvoir réussir. Réussir ne veut pas dire nécessairement financièrement ou matériellement, mais réussir sa vie. Or, ce que l'on constate, c'est que pendant des années, on a quand même engagé au DIP, mais ce n'est pas seulement à Genève, beaucoup de pédagogues qui sont venus expliquer de manière grandiloquente, c'est un peu comme tous les juristes qu'on engage à l'État. On les fait venir au départ pour une... Alors je vais faire... J'aimerais, si vous mais vous n'êtes pas du tout ému de ça. En décembre, on ne vous a pas du tout entendu. Pardon, ça fait des années... Non, alors entendu vous émouvoir justement de la baisse du niveau et se dire il faut vraiment un plan maintenant... Non, je m'inscris en faux. Et d'ailleurs, la dernière réforme sur le cycle d'orientation portée à l'époque par Madame Torra-Sinta a été précisément combattue par le PLR et de manière victorieuse dans les urnes parce qu'on considérait que proposiez rien du tout en échange. Parce qu'on considérait que cette réforme n'allait justement pas dans le bon sens et qu'au contraire, on en a fait d'autres. Mais j'insiste quand même sur la fin de mon propos. On a engagé des pédagogues et comme on peut engager d'ailleurs des juristes souvent à l'État, au départ pour une chose qui peut être positive, et puis ensuite ces gens-là s'installent, puis comme ils doivent justifier leur présence, inventent des nouveaux règlements, des nouvelles méthodes, des nouvelles méthodologies, qu'ensuite les enseignants, effectivement, je suis d'accord, doivent mettre en place et perdre du temps sur ce qui devrait être le cœur de leur métier, c'est-à-dire enseigner. Alors on en engage après d'autres parce qu'il faut ramener encore d'autres choses sur la table et effectivement les moyens ne sont pas forcément mis là où ils devraient l'être. Maintenant juste en termes de moyens, et j'insiste là-dessus en termes de chiffres, puis j'aimerais répondre à M. Dandrès parce que c'est important, qui ici ferait croire que la droite majoritaire au Parlement taille, vous l'avez dit aussi, vous casse, taille l'État. Mais si seulement il y avait une once de vérité là-dedans. Quels sont les chiffres? Je vous donne juste quelques chiffres. Entre 2011 et 2022, dans ce canton, la population a cru de 11%. Le poids de l'État, les charges de l'État ont augmenté de 35%. Au niveau du seul enseignement, vous avez, toujours sur ce même laps de temps, une augmentation des élèves de 11% et une augmentation des enseignants de 18%. Vous avez entre 2011 et 2022 9017 élèves de plus et en parallèle 985 enseignants supplémentaires. 1 pour 9. Alors nous expliquer que tout ce qu'on a mis en place ici c'était pour tailler, c'est juste se moquer du monde. Et expliquer que ce serait pour financer une baisse d'impôts, toutes les baisses d'impôts dans ce canton, M. Dandrès, n'ont pas coûté un seul centime, elles ont rapporté de l'argent sur la même période, alors qu'il y a eu des baisses d'impôts. De combien les recettes fiscales ont baissé? De rien du tout, elles ont augmenté de 64%, c'est-à-dire 6 fois plus que l'augmentation de la population, précisément parce que ces baisses ont amené un côté booster à l'économie et ont permis à l'État d'avoir des moyens supplémentaires. C'est la réalité chiffrée, statistique, mathématique que vous ne voulez pas voir. Monsieur Savoie, justement, est-ce que le constat d'échec, qu'est-ce qui pose problème justement au cycle aujourd'hui pour avoir un pareil constat d'échec? Un élève sur 4. Et encore, je dis, ça c'est moyenne suisse, hein, donc probablement à Genève, on est toujours inférieur dans les barèmes PISA. Mais tout ce qui manque au cœur de ce débat et au cœur de ces enjeux, c'est justement de, vous l'avez dit, M. Zweifel, mettre l'enseignant au cœur, mais toutes ces réflexions, toutes ces réformes se font sans l'enseignant.
sans les personnes qui sont sur le terrain, qui sont confrontées à ces élèves, qui sont confrontées à ces situations difficiles, à ces parents aussi parfois démissionnaires, qu'on essaye de joindre, qu'on essaye d'atteindre et qui ne sont pas là, qui ne sont pas disponibles. Et aussi, c'est quelque chose qui est difficile au quotidien, que l'on vit au quotidien. C'est la même chose sur les moyens. Vous parlez des moyens, alors des chiffres, etc. Sur le terrain, ces moyens, on ne les voit pas vraiment. On a l'impression à vous entendre que la situation s'est améliorée en termes d'encadrement, en termes du nombre d'élèves par classe, en termes des effectifs, des moyens, des cours d'appui, des cours, etc. qui peuvent être mis en place. Ben, on ne le voit pas, ça. Alors, il ne m'appartient pas de dire à quel endroit sont dépensés l'argent, ou est-ce que c'est dans les secrétariats généraux, dans les directions générales, etc. Ça, ce ne sera pas de ma compétence, parce que je vois aussi des personnes qui travaillent dans ces endroits-là et qui font du boulot et qui sont investis dans leur mission, etc. Mais sur le terrain, ces moyens, on ne les voit pas vraiment. On a plutôt le sentiment inverse, et dans les effectifs, on le voit, de regroupements qui débordent d'élèves, de situations d'établissement où les classes débordent. On écrit au Conseil d'État pour dire « cette situation est problématique ». On a 26 élèves aujourd'hui dans une classe, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la réponse est « il n'y a pas de sous ». On n'a plus de sous, on a tout dépensé, etc. Et donc, sur le terrain, aujourd'hui, on vit véritablement une situation qui est difficile. Alors, une réforme précédente qui a échoué dans les urnes, mais qui permettait justement d'essayer d'envisager un petit peu le travail par rapport à ça. C'est une réforme dans laquelle le corps enseignant a été impliqué quand même, a participé aux travaux. Et c'est justement sur la base peut-être de ces travaux qu'aujourd'hui, il y a une piste de sortie qui doit être exploitée, mais en ayant l'enseignement au cœur de la réflexion, en ayant le personnel enseignant au cœur de la réflexion aussi. Et c'est quelque chose peut-être qui manque un tout petit peu. Et puis, dernier élément, en parlant de la disponibilité du corps enseignant, alors je ne sais pas si vous avez fait l'essai d'appeler un enseignant ou de contacter un enseignant, une enseignante à ce moment-là, sur le week-end ou quoi que ce soit. Moi, je vois des collègues qui répondent avec parfois leur téléphone privé, qu'ils s'achètent eux-mêmes parce qu'on ne leur met pas ces infrastructures à disposition. Des collègues qui répondent sur leur temps libre, à côté, en dehors, le week-end, le soir, même un jour de grève, et j'ai vu de nombreux collègues hier ou avant-hier être en grève et répondre à des parents parce qu'ils avaient des inquiétudes, etc. Donc quand j'entends dire que le corps enseignant n'est pas disponible pour les parents, j'ai plutôt l'impression inverse, c'est-à-dire qu'on se met beaucoup à disposition et parfois au point de ne pas se protéger, parfois au point d'engager des discussions très tard le soir ou autre, avec l'intérêt de résoudre une situation difficile pour un élève, et c'est toujours notre enjeu. Et hier, quand j'ai pris un parent au téléphone et essayé de débloquer une situation qui posait problème par rapport aux Evacom, je l'ai fait sur un jour de grève, j'attends pas des fleurs, j'attends pas qu'on me remercie pour ça. C'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose pour nous qui est normal parce que c'est l'élève qui est au centre de notre préoccupation malgré tout. Laure Lugon. Oui, moi j'entends toujours. D'abord, je pense qu'il faut saluer le travail de la plupart des enseignants. Et dans l'école publique genevoise, j'ai eu, en tout cas personnellement avec mes enfants, qu'à me féliciter de l'engagement des professeurs à titre individuel, ça c'est clair. Maintenant, à titre collectif, comme force politique, en fait, il y a toujours eu ce même reproche qui a déjà été formulé d'ailleurs à l'égard de Anne-Emery Torasanta, qu'on pouvait difficilement accuser d'être une femme de droite, de ne pas être associé au processus. Vous avez dit, Monsieur Savoie, tout à l'heure, qu'on ne pouvait pas faire des choses pareilles, augmenter les périodes d'enseignement en un claquement de doigts. Alors moi, je ne sais pas si 3 ans pour vous, c'est un claquement de doigts. Mais en fait, cette mesure, elle a été proposée avec une réflexion avec les professeurs, et cette mesure, elle est destinée à être, si elle arrive un jour en vigueur, en 2027. Donc, c'est 3 ans de réflexion auxquels les professeurs, je peux imaginer, sont associés. Comme ils ont été associés probablement à la réforme du cycle de l'orientation, mais je me rappelle que sur le projet de réforme du cycle, la FAMCO n'a pas soutenu. Donc, l'impression, en tout cas, que je peux avoir comme observatrice de la scène politique, c'est que, quelle que soit la personne à la tête du département de l'instruction publique, quelle que soit la manière et les choses qu'on propose, le réflexe seul et unique, c'est de mettre les pieds au mur et de dire « c'est pas possible, ça ne marche pas, c'est du mépris ». Non, c'est pas du mépris, c'est juste qu'il faut, à un moment donné, chacun doit faire un pas. Et c'est cette question-là. Et je pense que, pour revenir sur ce que M. Dandrés disait tout à l'heure, il veut nous faire croire que c'est un problème gauche-droite, un conflit gauche-droite, cette histoire des enseignants. Mais parler aux gens dans la rue, aux parents d'élèves. Moi, j'ai, dans ma connaissance, plein de gens qui ne sont pas du tout des gens de droite, qui sont même des gens de gauche, et qui ne soutiennent pas du tout cette grève pour les raisons que j'ai évoquées et que M. Zweifel a évoquées tout à l'heure. Donc,
je veux bien qu'on fasse de la politique politicienne sur le dos de l'école, des élèves et des parents. Mais au bout d'un moment, alors il faut dire les choses. Et c'est ça que je trouve pas correct dans cette situation. Bon, écoutez, je pense qu'on peut revenir là-dessus. Cette grève, elle s'inscrit dans le cadre de cette mesure qui a été posée. Cette mesure a été posée sans aucune concertation avec personne. C'est un plan financier quadriennal. Le Conseil d'État n'avait aucune obligation de déposer ce plan, de l'annoncer comme mesure d'économie, surtout dans le contexte, sans en discuter avec les personnes qui sont les personnes au cœur en fait, de cette réalité-là. C'est une erreur. C'est une erreur. Mais on peut aussi penser qu'il y a une volonté du Conseil d'État de marquer, parce que ça a été le cas par le passé. Vous vous souvenez sans doute de l'ère monocolore, où on a eu à peu près la même dynamique, où tout à coup on a commencé à éplucher les projets de loi dans une approche assez revancharde, les unes à les autres. On a dû multiplier effectivement les référendums, puis ensuite cette majorité s'est dit peut-être ça vaudrait la peine quand même de réfléchir avec les personnes avec lesquelles nous devons collaborer en vue d'un projet politique qui pourrait, en tout cas pour l'école, être commun ou pas, mais en tout cas de réfléchir ensemble avec les personnes qui sont sur le terrain. C'est ça cette grève. Cette grève, c'est pas de forcer évidemment un programme politique. Disons, Mme Milpol n'a pas dit ici qu'elle avait un projet pour l'école, elle a posé une mesure d'économie. Si elle avait déposé un projet de loi ou un avant-projet de loi, ce qui se fait d'habitude lorsqu'on ouvre une discussion de fond sur une thématique, on ne serait pas dans ce contexte-là, très honnêtement. Et d'ailleurs, d'autres magistrats ont procédé différemment que le choix qu'elle a malheureusement pris et qui nous ont amenés dans cette situation. On peut aussi rappeler ici qu'il y a une ouverture de discussion de sa part maintenant, malheureusement, après cette grève. Et donc, on va pouvoir entamer effectivement ce dialogue avec elle dès la semaine prochaine. Puis, rappelez quand même ce qu'est un syndicat. Je termine là-dessus, mais c'est un point important. Un syndicat n'est pas une organisation politique. C'est une organisation de défense, en fait, des conditions de travail des gens. Et ça, c'est quand même un point, disons, assez central. Et les syndicats peuvent avoir, comme c'est le cas régulièrement dans la fonction publique, aussi une réflexion sur des dimensions de métier. Et je pense que vous passez un peu vite sur le fait que les organisations syndicales collaborent activement, disons, avec l'autorité pour pouvoir réfléchir aussi ensemble. On peut avoir des positions fondamentalement divergentes, mais réfléchir à ce que doit être l'école. Et ce travail-là, il est fait, et il est fait en permanence. Mais on doit évidemment compter sur des magistrates qui se disent intégrons dans ce dialogue-là des éléments qui pour elle peut-être apparaissent importants, qui pour nous apparaissent un peu farfelus, mais elle a voulu, disons, marquer très clairement le coup dans le cadre de cette nouvelle ère monocolore en disant maintenant c'est nous les patrons, puis on va y aller, et puis la population elle pense savoir autre chose, puis les maçons, puis vous l'avez dit, puis les salaires minimums, voilà. Donc on oppose des privilégiés effectivement aux personnes qui sont des caissières à la Migros. Est-ce qu'elle risque une UDA Castéra, Annie Pold? On voit passer justement, c'est la ministre de l'Éducation dont le poste n'est pas tout à fait assuré en France, qui est talonné par les syndicats. Est-ce que vous allez lui mener pendant toute la magistrature la vie extrêmement dure aujourd'hui? Ça n'est absolument pas le but. Notre envie, et ça on lui a répété depuis septembre quand on l'a rencontré la première fois, c'est de faire évoluer le cycle d'orientation et c'est de travailler là-dessus, sans aucun tabou. Nous ne sommes pas venus à cette réunion en septembre, et donc il y a fort longtemps maintenant, et ça paraît bien loin en effet. On n'est pas venu avec des conditions en disant voilà, ça on touche pas, ça on touche pas, ça on touche pas. Ça n'a jamais été l'objectif. L'objectif, c'est bien de faire évoluer le cycle d'orientation parce que ça fait des années que des choses traînent, ça fait des années qu'on voit des élèves en difficulté, ça fait des années, et dans tous les regroupements, il ne s'agit pas juste de pointer des regroupements particuliers ou autres, on voit des élèves qui sont en souffrance et un système aujourd'hui à bout de souffle et qui n'est plus à même de répondre à ces souffrances. Et notre objectif, et c'est en ça finalement peut-être que l'association La Famco, le corps enseignant défend l'école et pas juste les conditions d'engagement du personnel enseignant dans les écoles, c'est de dire il faut faire évoluer ça. Sauf que là, on n'a pas un projet justement qui vient pour faire évoluer le cycle d'orientation. On a un projet pour augmenter le temps d'enseignement, on a un projet pour économiser, et ensuite on va regarder comment on va pouvoir faire rentrer tout ça dans les clous, dans la nouvelle norme qui aura été fixée, et puis on poussera les choses pour que ça rentre. Mais quand on demande justement, mais qu'est-ce qu'il faudra enlever, qu'est-ce qui aujourd'hui pose problème, etc., il n'y a pas de réponse. La seule réponse qu'on a, c'est les tâches administratives, ces fameuses tâches administratives, comme s'il y avait le fantasme d'avoir 2 heures, 3 heures, 4 heures par semaine de tâches administratives, ce qui n'est pas vrai. Et ce qu'on a répété depuis des années et des années, c'est un fantasme, ça ne correspond pas à la pratique. Maintenant, si on nous dit qu'un téléphone aux parents, c'est une tâche administrative et qu'il faut arrêter cette tâche administrative, pourquoi pas? Mais on l'interroge et on s'interroge sur la pertinence de cette mesure. Et ce, pour toutes les choses. Mais encore une fois, il n'y a pas de tabou. L'idée n'est pas de dire « oh non, surtout pas ça », mais bien d'interroger. Si on arrive à nous montrer qu'on peut enseigner plus sans atteindre cette prestation d'enseignement et tout ce qui va à côté sur la relation avec les parents, on nous dit que c'est difficile d'être disponible pour les parents, à l'heure actuelle que ça pose des problèmes, on craint que ça le soit encore plus et que les parents soient encore plus fâchés à l'avenir. Et c'est justement toute cette évolution qui nous inquiète et qui nécessite des travaux. Et encore une fois, on aurait soutenu de nos voeux l'ouverture d'une vraie réflexion sur le cycle d'orientation sans y mettre des conditions préalables.
preuve en est, on n'est pas venu avec ces conditions préalables. Mais est-ce que toute bonne négociation, et surtout dans ce cas-là, ça commence pas, est-ce qu'on ne demande pas des efforts, mais en échange aussi, on a de la considération. Est-ce qu'on a assez de considération aujourd'hui à Genève, mais même partout ailleurs en Suisse, pour l'instruction publique, hein? On regarde un exemple de considération, peut-être un peu tardif en France. Je veux ici rendre hommage à nos professeurs. Ils s'investissent tous les jours au service de notre école, de nos élèves et donc de notre pays. J'ai souvent dit ma fierté d'être leur ministre et aujourd'hui, comme Premier ministre, je n'oublie rien de ce que nous leur devons et je serai toujours à leur côté. Je l'ai dit sur le perron de l'hôtel de Matignon. Je l'ai dit sur le perron de l'hôtel de Matignon dès mes premières minutes comme Premier ministre, l'école est la mère des batailles. Yvan de Savefal, je vous dis franchement, dans votre projet de loi, vous parleriez des emplois et des postes, ça serait à peu près la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on salue assez le travail des enseignants avant de leur demander les efforts que vous réclamez? Est-ce que là, on remet l'école au centre suffisamment, comme Gabriel Attal vient de le faire en France? Il y a deux choses. C'est clair que si on parle de l'histoire de est-ce que vous êtes d'accord d'enseigner 2 heures de plus, donc pas plus de travail, mais plus de présence, c'est évidemment pas ça qui va révolutionner quelque chose dans l'école, même si j'insiste là-dessus, c'est pas d'abord un plan d'économie. Attendez, je vais répondre à votre question, mais c'est dire aux enseignants sur vos 40 heures, dans la théorie, hein, vous allez passer plus de temps devant vos élèves, me semble être ni un effort, ni un plan d'économie, mais bel et bien un projet qui vise à vous avez déjà enseigné dans votre vie? Il arrivait de remplacer aussi une orientation lorsque je faisais des études à l'école. Mais vous aurez noté avec la séquence qu'on a vue avant que je ne suis pas certain que les élèves du site d'orientation genevois soient pires que les députés français, au vu de la manière dont ils rabrouent leur Premier ministre. Ça, c'est pour la séquence à côté. Mais je veux vraiment insister là-dessus parce que c'est fondamental. L'école, c'est évidemment la base de tout. Si on a des élèves, et notamment des élèves résidents, qui sont formés et correctement formés, alors ceux-là trouveront du travail ici, et donc on n'aura pas besoin, ou moins besoin, d'aller chercher des employeurs. Je rappelle, je fais la petite minute économie, on ne voudrait pas, qu'il y a 380 000 postes de travail à Genève et 240 000 résidents en âge et en capacité de travail. Donc de toute façon, il fallait en chercher ailleurs, mais il faut au moins s'assurer que les 240 000 résidents ici au moins trouvent une place parmi ces 380 postes. Et ça passe par une formation qui est adéquate. À commencer par savoir lire, écrire et compter, ça c'est plutôt à l'école primaire, et puis ensuite commencer à s'orienter, c'est le but du cycle d'orientation, et puis ensuite dans des écoles soit techniques, soit supérieures, eh bien que l'on, ou académiques, c'est ça que je voulais dire, eh bien que l'on développe une spécialité. Et là-dessus, il faut aussi revenir sur un point important, et le cycle d'orientation, le but c'est d'orienter, c'est peut-être aussi d'orienter les élèves vers quelque chose qui est parfois mal vu, mais qui en réalité est une réussite de la Suisse, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est ce qui nous différencie de beaucoup d'autres pays, où vous pouvez avoir en Suisse des gens qui ont fait un apprentissage et qui aujourd'hui ont des métiers comme avocat, je ne sais pas, hein, mais banquier. J'en ai connu qui sont passés par l'apprentissage. On cite souvent l'exemple de l'ancien patron. Et là, de pas nécessité de savoir lire quand on fait un apprentissage. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est une réussite qui n'existe précisément pas en France, où si vous ne faites pas si vous n'avez pas un bac, puis en bac ça sert à rien, mais si vous n'avez pas fait le bac, vous êtes sûr de rater votre vie. Je caricature un peu. Alors qu'en Suisse, on a la chance de réussir par l'apprentissage. Moi, je connais des gens qui ont fait un apprentissage de boulanger, de pâtissier, de maçon. Ok, pardon, je vous interromps. Mais gagnent plus. Il faut aussi que les leur enseignants avocat. pour les amener à cet apprentissage. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 1000 enfants qui sortent, enfin 1000 jeunes, qui sortent déscolarisés à Genève, hein, un petit peu moins que 1000. Et ces enfants-là, ou ces jeunes-là, plutôt, ils sont bons à rien, décrits comme ça par la société. Et le problème, c'est qu'effectivement, ils n'ont ni fait apprentissage, ni fait scolarisation, etc. C'est qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Et ce qu'on aimerait entendre aussi, c'est un vrai projet pour faire face à ces vrais problèmes. C'est précisément le but de Mme Hilpol. Elle l'a dit, elle l'a redit. On parlait avant. On n'a pas compris. Alors je vais le redire, j'ai pas de souci avec ça. Je rappelle qu'elle vient d'être élue conseillère d'État, hein, qu'elle reprend un dicaster. C'est aussi logique qu'on lui laisse le temps de s'installer. Elle vient de le dire, je ne sais plus qui l'a dit, mais qu'effectivement, elle a pris langue, en tout cas avec les syndicats, pour rediscuter pour ce qui concerne cette grève. Mais je crois que dans son intention, c'est quelqu'un qui a envie de travailler avec les enseignants, avec tous les tenants aboutissants. C'est pour moi qui le dis, je la connais assez pour pouvoir le dire. Effectivement, je suis assez persuadé qu'elle fera cette réforme avec les enseignants. Pas seulement avec les enseignants,
mais aussi avec les autres personnes, c'est-à-dire on peut aussi penser aux parents d'élèves, parce qu'il faut aussi y penser. Aujourd'hui, dans une société où les deux parents travaillent, c'est très bien, ça veut dire aussi que lorsque vous avez 13 semaines et demie de vacances, même si chacun des deux parents prend ses vacances de son côté, ce qui est quand même regrettable, vous avez toujours 3 semaines et demie, si vous avez 5 semaines de vacances, si vous n'avez que 4 semaines, c'est encore plus, où vous devez trouver des solutions pour vos enfants. Et je crois que les parents, ils doivent aussi être à un moment donné consultés, où on doit aussi penser à eux pour se rappeler que l'école, et notamment le cycle d'orientation, dont je rappelle encore une fois ici, il porte bien son nom, c'est l'orientation. On veut orienter les élèves. Tous les élèves ne doivent pas aller au collège. La réalité, c'est qu'on envoie tous les élèves au collège. 30% en sont en échec dès la première année et vont ensuite à l'ECG ou je ne sais pas où, alors que si on les avait peut-être mieux orientés, et je crois que c'est le but du cycle d'orientation, ils auraient peut-être fait un apprentissage et s'épanouiraient bien plus aujourd'hui. Mais à votre question de base fondamentale, je suis 100% d'accord, l'enseignant doit être mis au centre, il est une pièce maîtresse de la réussite de notre société, puisque c'est lui qui va inculquer ce savoir, qui va permettre à nos élèves d'ici de pouvoir trouver un emploi et de participer à cette prospérité. Ça, on est absolument tous d'accord avec ça, mais le projet des 2 heures ici, il devrait être vu positivement, que les enseignants passent 2 heures de plus sur leur temps total, non pas de travail, mais d'enseignement avec leurs élèves, devrait être positif. Laure Lugon, face à ce problème, notamment au cycle. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, il faut déplorer, et c'est extrêmement grave qu'on ait eu à peu près 1000 élèves déscolarisés. Mais c'est un petit nombre, il y a tous les autres élèves qui sont soit mal orientés, ou qui s'orientent tout seuls, ou par une sorte d'atavisme culturel, parce qu'à Genève, on a quand même un petit peu ce fantasme, il faut absolument aller au collège, quoi qu'il arrive. Le résultat des courses, c'est qu'à Genève, on envoie un tiers des élèves qui sont envoyés au collège vont réussir une maturité, contre 1/5 en Suisse. Donc on a beaucoup plus de maturants à Genève que dans le reste de la Suisse. Et donc pas suffisamment d'apprentis. Le problème du cycle d'orientation, je pense, c'est qu'il y a cette espèce de fantasme de l'excellence qui découle probablement de cette idée magnifique qui est celle de l'égalité des chances. Mais je dis, pourquoi j'appelle ça le fantasme de l'excellence ? Parce qu'aujourd'hui, dans les regroupements, puisqu'on a encore 3 sections à l'ancienne, je parle à l'ancienne, mais actuellement ça s'appelle regroupement. Donc, dans les sections, on a à peu près entre 70 et 80% d'élèves qui sont dans le regroupement le meilleur, entre guillemets le meilleur, celui qu'on appelle R3. Et vous n'avez que 10% dans les élèves qui sont les moins bons, ce qui crée évidemment des ghettos d'échecs, et ce n'est pas favorable non plus. Et puis, le reste au milieu. Mais si on revient, et si vous voyez les chiffres des années 70 et 80, la plus grande majorité des élèves étaient dans le regroupement du milieu, c'est-à-dire de la moyenne. Et donc, la chose était mieux répartie. Donc aujourd'hui, on fait croire aux élèves qui doivent tous aller dans le regroupement R3 parce qu'ils vont tous pouvoir aller au collège et ensuite tous pouvoir aller à l'université. Mais la vie, c'est pas comme ça, en fait. Et il y a d'autres formations, des formations qui sont absolument excellentes aussi. Monsieur Zweifel a parlé de l'apprentissage. Il y a des formations duales et là-dessus, on ne fait pas le travail. Et on continue de dire l'égalité des chances et le fantasme de l'excellence. Non, je pense que ça, c'est le problème. Et je pense que c'est aussi pour ça que la réforme du cycle d'orientation n'a pas été acceptée par le peuple et qu'il faut revoir ce système. Un système plus élitiste, vous seriez d'accord ? Vous seriez pour ? Parce que c'est vrai qu'en plus à Genève, on passe plus facilement que dans d'autres cantons. Le nombre de passages depuis la 11e année LS, c'est pas R3, mais bien 11e année LS vers le collège. Rappelez quand même qu'aujourd'hui, il y a des cours d'IOSP qui ont lieu pour tous les élèves, que ce soit en 9e, 10e et 11e, avec un accent supplémentaire mis pour les regroupements, les sections inférieures, ou en tout cas dites inférieures, pour les CT et les LC. Rappelez que dans ce cadre-là, on est amené à faire plein de choses, mais face à un public d'élèves qui parfois est un peu plus intéressé ou un peu plus poussé aussi par les parents. Et on doit interroger aussi le rôle des parents dans cette orientation. Mais en tout cas, peut-être un public de LS qui est plus poussé vers le collège, parce que c'est ce que les parents veulent pour leur enfant. Et c'est parfois compliqué en tant qu'enseignant, quand on entend un parent dire « mon enfant, il ira au collège ». Et quand on voit l'enfant ne pas vouloir aller au collège, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit aux parents « mais votre enfant ne veut pas aller au collège ?»
Et est-ce qu'on viole notre devoir de réserve? Est-ce qu'on a le droit de s'engager ou pas là-dedans? Aujourd'hui, on voit que dès qu'on s'engage un tout petit peu, c'est parfois un peu compliqué. Mais voilà, mais on sait, et on le dit en salle des maîtres, on dit pour certains élèves, eux, au collège, ça va être difficile. Et puis en même temps, entre le ça va être difficile et ça va être l'échec, ou c'est un échec, il y a une marge et il y a parfois des bonnes surprises. Mais quand même rappeler que la responsabilité de l'orientation est dans les mains des parents et de l'élève, et on essaye de pousser pour que l'élève soit partie prenante de cette orientation. Nous sommes là pour guider, pour amener les élèves à pouvoir faire un choix réfléchi, pour essayer aussi d'aider les parents, et parfois tous les parents n'ont pas connaissance des systèmes qui existent derrière, suivent une voie tracée du collège parce que les camarades, les copains, copines vont au collège, parfois. Et puis quand même rappeler que l'entrée en apprentissage à Genève, c'est 18 ans. Nos élèves à la sortie du cycle ont 15 ans. Souvent, ils se heurtent à un mur parce qu'ils rentrent en concurrence avec d'autres personnes qui, eux, sont allés faire le collège, etc. Et un employeur, et c'est aussi la responsabilité de l'employeur ici, quand il a un élève qui a 18 ans, qui a fait 2-3 années de collège, même en échouant au collège, et un jeune qui sort du cycle d'orientation à 15 ans, souvent, il prendra l'élève qui a un peu plus de maturité, qui a un parcours qui a un peu plus avancé. Et nos élèves se heurtent parfois ou trop souvent à un mur, soit un peu démoralisés, soit un petit peu décontenancés, parce qu'ils avaient un projet d'apprentissage, qu'ils ont construit ça, parfois pas soutenu par les parents, mais surtout aussi parce que ils ne réussissent pas à signer le contrat, ou bien que ça ne mène à rien, et se retrouvent ensuite au secondaire 2 dans une filière qu'ils n'ont pas choisie, dans une école qu'ils n'ont pas choisie. C'est parfois par défaut qu'ils se retrouvent dans ces écoles-là. Et là, encore une fois, il y a moyen, et il doit y avoir moyen de travailler sur ces questions-là, sur ces questions d'orientation, quitte à rehausser le niveau de passage pour le collège. Mais on est en train de reprocher au public, au corps enseignant du cycle d'orientation, d'orienter les élèves vers le collège, ce qui nous heurte, parce qu'encore une fois, ce n'est pas la réalité et parce que ce n'est pas nous qui dirigeons les élèves vers le collège. Alors, il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a du harcèlement, il y a de la violence, des incivilités. En tout cas, on est très loin de la situation française, Philippe Val. Mais est-ce que ce n'est pas un mythe aujourd'hui de renvoyer aux parents, de renvoyer aux profs ou de renvoyer à la responsabilité individuelle? Est-ce que ce n'est pas un mythe aujourd'hui que l'école doit être globale? C'est ce que vous dit votre ministre. Alors lui, évidemment, face à un pays qui est dans une situation bien différente de la Suisse, heureusement, on n'y est pas encore, mais à Genève, on en prend le chemin. Il y a quand même des tas de violences qui sont connues dans les cycles d'orientation, notamment. Est-ce qu'on ne devrait pas, justement, penser, comme Gabriel Attal, en tout cas, le promet, une société plus globale qui intègre tout ça et avec un retour à l'autorité beaucoup plus marqué de la part de l'État? On l'entend. Mesdames et messieurs, réussir le réarmement civique, c'est au cœur des priorités de mon gouvernement. Nous devons faire respecter l'autorité partout, dans les classes, dans les familles, dans les rues. Ce respect s'apprend à l'école, je le disais, mais ce respect passe aussi par les familles. Les violences de juillet dernier ont profondément marqué notre pays. Parmi les émeutiers, des très jeunes parfois, qui semblaient avoir déjà coupé les ponts avec notre société, qui ne respectent plus leurs parents, pour qui la violence semble un moyen comme un autre de tromper l'ennui. Je ne me résoudrai pas à ce qu'on préfère attendre avant de donner une lourde peine, alors que bien souvent, c'est très tôt qu'il aurait fallu agir. Nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour eux, on ne peut pas aujourd'hui prononcer de peine de travaux d'intérêt général. Je vous annonce que nous créerons des travaux d'intérêt éducatif qui seront leur équivalent et seront donnés plus facilement que des peines d'intérêt général. Cela fera partie de la révision de l'échelle des sanctions dans nos établissements scolaires que j'évoquais il y a un instant. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Et je ne me résous pas à ce que nous ayons une situation où nous ayons des familles dépassées par les événements avec des enfants qui ne respectent pas nos règles et qui sont violents d'un côté et 50 000 places d'internat disponibles de l'autre. Nous y répondrons. Désormais, quand un jeune sera sur la mauvaise pente, plutôt que de les laisser plonger dans la délinquance, nous proposerons aux parents de le placer en internat en y facilitant l'accès, y compris financier. Nous allons le couper de ses mauvaises fréquentations, nous allons lui offrir un cadre, un enseignement, une chance. Alors la France a beaucoup d'avance sur la Suisse, Philippe Val, mais ce retour à l'autorité, c'est le retour aussi de l'engagement de l'État, plus global, ça c'est quelque chose de bénéfique. Oui, mal vécu par les profs, ils ne sont pas contents. Enfin, les représentants des profs ne sont pas contents en tous les cas. Ça, quand je vous entends parler, j'ai l'impression d'entendre parler de la France. C'est-à-dire que déjà on n'est pas d'accord, bon, pour commencer. Mais ce que propose Attal,
répond à une crise qui est européenne. Alors en Suisse, elle se sent moins, mais il y a une crise des recrutements qui n'est pas liée qu'au salaire. Bien qu'en France, ils soient effectivement mal payés, il y a d'autres pays où ils sont très bien payés, où il y a une crise du recrutement dans toute l'Europe. Il manque des professeurs partout. Parce que le statut de professeur a beaucoup changé jusqu'à une époque récente. Ça n'était pas un métier dangereux, c'est devenu un métier dangereux, où il y a un danger. Et les professeurs, les enseignants, en tous les cas leurs représentants, ne veulent pas parler de ces causes-là, ne veulent pas parler de cette peur. Ils préfèrent détester leur ministre et dire que les dernières mesures pédagogiques ne sont pas les bonnes, qu'il faut virer le ministre. Bon. Mais le vrai souci, c'est que par exemple, dans certaines zones en France, on dit aux enseignants, les premières semaines dans votre classe, quand vous commencez, vous n'écrivez pas au tableau, parce que c'est dangereux de tourner le dos. On en est là, c'est un vrai problème. Bon, il y a des profs décapités. Hein. Enfin, voilà. Disons que juste de dire ça, ça suffit à nous poser camper le décor. Il y a 2 professeurs décapités en France. Il y a un problème de violence. Il y a un problème du statut du professeur, du statut de l'autorité des savoirs qui sont contestés par les élèves et qui provoquent un malaise énorme au sein de l'éducation nationale, un malaise indicible, parce que si on en parle, on peut être très vite taxé de racisme par les collègues, par certains collègues, parce que l'éducation nationale est très à gauche, enfin, est marquée, en tous les cas, la représentation est très à gauche. Alors chez nous aussi, hein, les journalistes, comme les profs comme les journalistes sont tous des salgauchias. Bon, donc voilà. Donc voilà. Et donc le statut l'autorité des savoirs est contesté pour la géographie, l'histoire coloniale, la Shoah, les théories de l'évolution, l'histoire des religions, tout ça c'est devenu explosif dans certaines zones assez étendues et assez nombreuses, ce qui fait que les professeurs sont extrêmement mal à l'aise et quand il y a pénurie de professeurs, pénurie des vocations, c'est très grave. C'est ce qui peut arriver de plus grave dans un pays, dans une démocratie, dans une civilisation, puisque c'est le cœur de la transmission. Et la civilisation, c'est-à-dire les valeurs minimales qui sont partagées par la gauche et par la droite, raisonnables. Il y a des valeurs, heureusement, qui sont partagées par la gauche et par la droite. Ces valeurs-là, qui sont des valeurs de base de la civilisation européenne, respect de l'autre, droit de l'homme, etc., tolérance, liberté de la presse, liberté d'expression, liberté de l'enseignement précisément, de la recherche. Tout cela est mis en danger et s'il y a une rupture de la transmission, c'est-à-dire crise des vocations, la civilisation elle-même ne peut pas y survivre, elle ne peut pas se permettre une panne de la transmission. Et très concrètement, les privilégiés mettent leurs panne de la transmission. En France, très concrètement, les privilégiés mettent tous leurs enfants à l'école privée. Alors on met les enfants à l'école privée, qui était autrefois réservée aux élèves qui s'en sortaient pas bien. Au contraire, maintenant, c'est les élèves qui s'en sortent plutôt bien, qu'on retire de l'école publique pour mettre dans les écoles privées. Et voilà, mais on ne sauvera pas le système comme ça. L'école privée n'arrivera pas à elle seule à assurer cette transmission nécessaire du droit, des idées générales de la démocratie, de la culture générale de la démocratie. Il faut que l'école publique puisse le faire aussi. Surtout, elle n'est pas accessible à tous. Elle n'est pas accessible à tous. En tout cas, en Suisse, c'est très cher, etc. Et il y a des tas de raisons pour lesquelles on ne peut plus mettre... Alors, si on est juif, on a un problème dans l'école publique dans plein de quartiers. Si on a des soucis, par exemple, comme de sécurité personnelle, comme je peux avoir, bon, on ne peut plus mettre ses enfants à l'école publique non plus, parce que c'est trop dangereux. Enfin, il y a des tas de problèmes comme ça qui font que l'éducation nationale, aujourd'hui, n'est pas en odeur de sainteté. Elle est extrêmement critiquée, bien que ça va de soi qu'il y a certainement une énorme majorité d'enseignantes et d'enseignants de grande valeur, de très grande qualité en France. Mais néanmoins, il y a une crise de la transmission qui est extrêmement grave, il y a un malaise de l'école et on ne peut pas se permettre d'assumer une crise de la transmission aujourd'hui parce que l'Europe peut en mourir, tout simplement. Enfin, c'est par là que ça passe. C'est le cœur du réacteur de la civilisation, l'école. Et ce cœur de réacteur est en crise aujourd'hui, et on n'est pas assez attentif à cette crise. On a détourné les vraies causes. On a dit, c'est de la faute aux ministres. Ils n'ont jamais publié leur ministre, nos profs, hein, vraiment. Là, ils gueulaient contre Blanquer. La fin des périodes est arrivée. Voilà, ils ont gueulé contre Blanquer, qui était un bon ministre et qui a fait vraiment des très bonnes choses. Ensuite, ils ont gueulé
Attal, ils ont dit... alors, ouais, mais attendez, on va pas faire voilà. effectivement l'histoire de tous les ministres de l'Éducation. Ils ont regretté Attal tout de suite, parce qu'il n'est pas resté longtemps, mais quand il était là, ils étaient à fond contre, parce qu'il y avait des groupes de... Mais chez nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on ne va pas effectivement la sortie de crise, mais plus globalement, effectivement, de remettre l'école au centre, un peu plus d'engagement justement de la part de la droite, avoir un vrai projet, et puis un peu plus d'engagement de la part des enseignants, justement, d'y participer, sans mettre tout de suite les pieds au mur. Mais juste pour être clair, on a pendant près de 24 années eu une éducation publique qui était aux mains d'un seul parti politique. Aujourd'hui, il se trouve que la magistrate est d'un autre bord. Alors, le but, c'est pas de tout révolutionner, de tout jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, mais c'est logique aussi de laisser à Mme Ilpold de pouvoir présenter son projet pédagogique en faveur de l'école, en faveur des élèves, et de le faire avec les enseignants. Mais qu'on la laisse présenter son projet. À vous, monsieur Savoie. Je vais vous faire une confidence de salle des maîtres. Au début quand elle est arrivée au DIP, beaucoup de gens disaient ça va faire du bien, du changement, ça va faire du bien. Il y avait une attente, effectivement, après peut-être tant d'années venant d'un parti politique, ou en tout cas voilà, avec cette continuité. Et ces espoirs ont été largement douchés aujourd'hui, de la part de ces personnes qui attendaient quelque chose, encore une fois, parce que la première chose, le premier signal envoyé sur le cycle d'orientation, c'est vous n'enseignez pas assez. Plutôt que de venir avec l'idée de dire on va travailler là-dessus, on va regarder, et c'est encore une fois ça le problème, et le problème dans lequel on se trouve aujourd'hui. Mais encore une fois, nous appelons de nos voeux la réflexion, la discussion, le travail, on l'a dit avec les parents, on l'a dit avec les différents intervenants, avec aussi les personnes qui réfléchissent à l'éducation, parce qu'il ne s'agit pas d'être juste face à une classe pour dire moi je sais comment il faut faire face à des classes, ça ne marche pas comme ça, il y a plein d'approches différentes, etc. Mais encore une fois, le message aurait été très très positif si on était venu avec un projet pour l'école, ou en tout cas avec l'idée d'amener un projet pour l'école, et c'est malheureusement ce qui n'est pas arrivé. On espère que c'est quand même ce qui va se produire, parce que l'école publique est vraiment cruciale pour nos sociétés, pour la fabrique de nos sociétés. Et donc le point sur cette école qui devrait redevenir le centre de nos préoccupations, c'est terminé. Merci à tous nos invités, Laure Lugon, Yvan Seifel, Philippe Val, Christian D'Andrès et Michael Savoie. Et à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. J'y arriverai. Nous, on se retrouve mercredi prochain. Excellente soirée et très belle semaine à toutes et tous.